Sauf que, au bout d'un moment, trop c'est trop, si j'ose dire. Les raids pirates, qui ne font que se multiplier inlassablement, commencent quand même à gêner le transport de vivres que Rome reçoit d'Égypte, menaçant d'affamer même entièrement la péninsule italienne. En 69 avant Jésus-Christ, l'île de Délos est ravagée par un chef pirate, alors même qu'elle accueille un des plus grands centres de vente aux esclaves de la Méditerranée orientale. Les pirates s'attaquent ensuite au port d'Ostie et capturent la fille de l'orateur, Marcus Antonius. Les razzias font désormais partie du quotidien des Romains et commencent à gravement entraver le commerce. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et Rome décide donc de faire de la piraterie son affaire. En 67 avant notre ère, Gabinius, un tribun de la plèbe, propose la Lex Gabinia, c'est-à-dire une loi qui autorise un général romain à partir en expédition dans la Méditerranée pour éliminer tous les pirates qui s'y trouvent. Pompée reçoit alors des fonds considérables, lui permettant de mobiliser 120 000 fantassins répartis en 20 légions, 5 000 cavaliers, 500 navires armés. Il nomme également 25 légats qui l'assistent dans l'administration des provinces romaines, dans un rayon de 75 km à l'intérieur des terres. En 3 mois, Pompée s'acquitte de sa tâche. Mais la piraterie n'est pas morte pour autant. Au Moyen-Âge, de nouvelles figures barbares vont faire leur apparition un peu plus au nord dans la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique. Ils viennent des pays nordiques, attaquent principalement les littoraux de l'Angleterre et de France, pillant autant les villages côtiers que les navires marchands, vous les avez reconnus. Sauf que, malgré la teneur de leurs activités, c'est difficile de les considérer tout simplement comme des pirates. En fait, ici, il s'agit d'une question de sémantique. Un pirate, par définition, agit en toute illégalité, mais les lois médiévales ne condamnent que très rarement les pillards maritimes, qui sont donc libres de voler autant qu'ils le souhaitent, pendant que les pouvoirs en place se concentrent, eux, sur les territoires terrestres. Même, il est commun de voir à la tête des équipages un seigneur ou un prince qui part mener des razzias sous couvert de la guerre. Et on retombe, encore une fois, sur les pratiques de violence et de pillage orchestrés au nom d'une nation par ce qu'on appelle un corsaire. Je reviendrai sur le terme un peu plus tard. Le barbare nordique par excellence, le plus connu d'entre tous, c'est quand même le viking, souvent considéré comme un peuple de pirates. Mais les vikings sont pourtant loin, en fait, de rentrer dans cette catégorie, ou plus exactement, c'est un terme très réducteur pour ce qu'ils sont réellement. Le mot viking, d'ailleurs, en réalité, c'est un nom féminin qui désigne une expédition maritime à laquelle participent les vikingers, mot masculin cette fois, qui s'applique aux membres de l'équipage. De telles expéditions ont évidemment pour but d'enrichir les participants en allant récupérer des ressources au-delà des mers. Mais contrairement à ce qu'on croit, une viking est avant tout une activité commerciale. Les navires sont chargés de biens qui sont susceptibles de plaire aux régions du Sud, comme des lingots de métaux, de la fourrure et des plumes. En échange, les vikingers reçoivent de l'argent ou certaines marchandises que les autorités carolingiennes refusent en fait d'exporter. C'est comme ça qu'on retrouve des traces de vin, de sel ou d'épées franques jusqu'en Scandinavie. Alors bien entendu, les histoires de vikings n'ont pas tout faux, évidemment. Les échanges pacifiques sont envisageables, évidemment, mais les plus grands chefs vikings obtiennent leur renommée à travers des pratiques un peu plus violentes. On dirait, si le but est de s'enrichir, tous les moyens sont bons pour le faire. Ils n'hésitent donc pas à semer la terreur le long des côtes en pillant les villages et en massacrant les habitants. Il arrive même que les vikingers offrent leur expertise de guerriers sanguinaires aux plus offrants, se transformant alors en mercenaires le temps d'une mission lucrative. Face à ces raids éclairs, dévastateurs, les autorités sont démunies. Les littoraux des royaumes anglo-saxons, irlandais et puis de l'Empire franc ensuite, sont pas surveillés et disposent de moyens de défense extrêmement limités. Après de multiples tentatives de résistance complètement inefficaces, les Carolingiens finissent quand même par faire construire de gigantesques ponts fortifiés sur chacun des grands fleuves pour empêcher les Vikings de s'aventurer trop en avant dans les terres. En novembre 885, vous le savez, les ponts de Paris retiennent comme ça pendant 1 an une flotte gigantesque de barbares danois. Le roi Charles le Gros arrive finalement sur place accompagné de son armée. Il obtient de ses adversaires un retrait pacifique en échange d'une rémunération, on va dire, de taille.
Une telle entente devient du coup le moyen le plus simple de faire cesser les attaques barbares. Un roi peut choisir d'acheter le repli des navires qui l'attaquent, ou encore mieux, peut convaincre les assaillants de venir rejoindre les rangs de son armée. Et c'est comme ça que de nombreux chefs vikings vont finir par jurer fidélité à un roi franc ou à un roi anglais en échange de biens et de terres. Le seigneur peut donc se vanter d'avoir mis un terme aux invasions nordiques qui sévissaient sur son territoire. Par contre, la piraterie, elle, ne va pas cesser. Il devient de plus en plus compliqué de la combattre. Pour preuve, du XIIIe au XVe siècle, il est presque impossible de dissocier la course de la piraterie, rendant les sanctions contre les barbares des mers très difficiles à appliquer. Mais qui sont ces fameux corsaires ? Il est temps quand même de s'y pencher un peu plus. Globalement, un corsaire est un marin qui agit en tout point comme un pirate, mais qui n'en est pas un. Il chasse en toute impunité sur les mers, pillant, tuant, massacrant ou rançonnant à tout va, sans craindre la moindre répercussion étatique. Il est en fait directement commissionné, si vous voulez, par un roi pour mener une guerre maritime, fourbe évidemment, contre une nation ennemie. Tout est bon pour affaiblir son adversaire, que ce soit voler ses richesses, déranger son commerce ou détruire sa flotte. Mais attention, les nations des navires attaquants et attaqués doivent être en guerre ouverte. Si ce n'est pas le cas, le corsaire s'apparente dangereusement du coup à un pirate, jusqu'à ce que plus rien ne puisse réellement l'en différencier. C'est donc ce qui va arriver à William Kidd, notre corsaire britannique déchu du début d'émission. Au XVIe siècle, la pratique de la course arrive à un tournant, on va dire, plus flou. Et vous savez que ce qu'on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Officiellement, la France est en pleine période de paix avec l'Espagne et le Portugal depuis les traités de Cateau-Cambrésis de 1559. Mais en réalité, une haine profonde oppose la France à ses voisins sudistes. Chaque nation se dispute une position hégémonique dans les eaux de l'océan Atlantique, mais la confrontation militaire directe, en fait, n'est pas une option. À la place, certains amiraux français investissent directement dans des expéditions pirates, justement pour mettre à mal les flottes ennemies. Certains évêques et seigneurs vont vite faire de même. L'appui gouvernemental des élites françaises transforme alors, en un sens, ces pirates en corsaires, mais pas en corsaires de droit, puisque aucune guerre n'est déclarée justement entre la France, l'Espagne et le Portugal. Vous voyez, c'est là que c'est flou. Et le XVIe siècle voit ainsi se développer ce que l'historien Manuel Luquena Salmoral appelle les corso-pirates, des sortes de pirates parrainés ou des corsaires illégitimes. Mais revenons un peu en arrière quand même pour mieux comprendre les enjeux de pouvoir à l'œuvre dans l'océan Atlantique. En 1492, vous pensez bien, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Europe. Christophe Colomb s'est rendu dans le Nouveau Monde, il a découvert toutes sortes de richesses fabuleuses, mais surtout, paraît-il, de l'or.